Les meilleurs conseils sur l'argent viennent de ceux qui sont plus avancés que soi. Bienvenue dans Richissime. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités à propos d'argent qui vont booster votre intelligence financière. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast pour suivre mes aventures, accéder à plus de contenu smart sur l'argent, pour connaître mes offres de formation et de coaching. Dans ce nouvel épisode capsule, je voudrais prolonger la discussion entamée dans l'épisode 96 avec Alexandre Dana, cofondateur de Live Mentor, premier organisme de formation en France sur l'entrepreneuriat dans le digital. Dans cet épisode sur l'anxiété financière, Alexandre et moi, on a fait le constat, à un moment dans l'épisode, du déficit de connaissances des entrepreneurs et surtout des solopreneurs en matière d'argent et de pilotage financier d'entreprise, avec des conséquences parfois très fâcheuses. C'est un épisode pour lequel j'ai reçu beaucoup plus de messages que d'habitude et qui a généré aussi beaucoup plus de partages sur les réseaux sociaux parce que vous êtes nombreux à être entrepreneurs ou à vouloir le devenir et aussi parce que ce sujet de l'anxiété financière vous touche tout particulièrement. Je me suis donc dit que ce sujet méritait un épisode à part entière. De qui je parle quand j'utilise le mot entrepreneur dans le contexte de cet épisode? Je parle de toute personne qui est à son compte et plus particulièrement des solopreneurs ou dirigeants de TPE, c'est-à-dire sociétés de moins de 10 salariés, ou des micro-entrepreneurs. 72% des entreprises en France ont 0 salarié, 23% ont moins de 10 salariés et c'est sans compter les micro-entreprises qui ne sont pas intégrées à ces chiffres. La proportion de personnes qui sera un jour entrepreneur, que ce soit en activité principale ou en activité secondaire, augmente chaque année et ne va faire qu'augmenter d'année en année parce que c'est une tendance de fond. Petite précision, je vais exclure de ma réflexion ici ce que j'appelle l'entrepreneuriat subi dans des métiers bien spécifiques comme chauffeur VTC, coursier ou dans le ménage et les services à la personne. Non pas que le job soit, lui, subi, mais ce sont des secteurs qui sont largement ubérisés et la proportion de gens qui auraient préféré des conditions d'emploi salariés classiques plutôt que le statut d'autant de micro-entreprise est bien trop élevée. Comment améliorer votre gestion financière d'entreprise? Alors la première chose que je voulais partager, c'est que, et c'est peut-être une évidence, mais c'est bien de le rappeler, l'entrepreneur et surtout le solopreneur cumule toutes les casquettes. Le métier, d'abord, la zone d'expertise de l'entrepreneur, puis le marketing, la vente, la communication, la comptabilité, la gestion financière, le juridique, le recrutement, le management de prestataires, etc., etc., etc. Il ne doit pas juste être bon dans son secteur de prédilection, dans son métier et donc délivrer une offre ou un service de qualité, mais l'entrepreneur doit aussi faire tout le reste. Et à la pression de devoir vendre et générer du chiffre avec son cœur de métier, s'ajoute aussi celui d'être compétent, non pas dans un domaine, mais dans 2, 3, 4, 5 ou 6, ce qui est extrêmement exigeant. Et au final, on comprend facilement pourquoi l'entrepreneur finit par se concentrer sur son cœur de métier et de négliger le pilotage financier. À mon sens, qui est un calcul très mauvais, y compris à court terme et aussi à long terme. Parce que le risque, c'est de ne pas créer un business qui est rentable. Si je vous dis que 9 entrepreneurs sur 10 viennent à moi et ne connaissent pas leur seuil de rentabilité, est-ce que ça vous étonne? Avant ma discussion avec Alexandre Dana, j'aurais pu penser, ou je pensais que ça ne concernait que les gens qui venaient me voir, seulement eux avaient ce problème et que ça ne pouvait pas présager de ce que vivait la majorité ou une grande partie des entrepreneurs et des solopreneurs. Depuis que j'ai discuté avec Alexandre et que je me suis rendu compte qu'il faisait le même constat que moi, j'ai la faiblesse de penser que ce dont je vais vous parler dans cet épisode, en tout cas la négligence vis-à-vis de ses finances, touche un nombre non négligeable d'entrepreneurs. À la question que je pose régulièrement à mes clients et à la question que je vous pose là, combien dois-tu vendre de produits pour te verser un salaire? Ou aussi, à partir de quel chiffre d'affaires tu commences à gagner de l'argent? Ou autre variante, sais-tu combien il te faut de clients pour bien vivre de ton business ou pour atteindre tes objectifs business?
9 personnes sur 10 me répondent « je ne sais pas ». Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est ça le pire, c'est que quand on fait l'exercice ensemble, avec mes clients, on se rend compte en moins de 5 minutes, parce qu'il ne faut pas plus de 5 minutes pour se rendre compte, que le modèle imaginé par l'entrepreneur ne tient pas la route. 7 fois sur 10, le modèle qui a mis en place, le modèle d'affaires qui a été mis en place ne tient pas la route. Soit parce qu'il ne permet pas à l'entrepreneur de tirer une rémunération suffisante, soit parce qu'il faudrait 48 heures dans une journée pour servir autant de clients, et donc, bien souvent, le constat que les prix ne sont pas bien positionnés. Bref, les comptes ne sont pas bons et le modèle ne tient pas la route. 5 minutes seulement pour s'en rendre compte. 5 minutes seulement pour se rendre compte qu'on travaille dans le vide, qu'on travaille à s'appauvrir. On est en train de créer un modèle d'affaires qui ne tient pas la route, c'est ce qu'on appelle une impasse économique. Et moi, ça me révolte parce que les calculs sont simples et ça prend moins de 5 minutes à s'en rendre compte. Si vous avez écouté mes coachings de l'été, vous avez sans doute entendu que cette question, elle est revenue à plusieurs reprises. En fait, elle est revenue dans tous les coachings que j'ai faits dans lesquels il y avait des entrepreneurs. Le coaching de Sarah et Maxime, d'Antoine et Elisa, celui d'Oria et celui d'Émilie. Tous les épisodes dans lesquels il y avait des entrepreneurs. Je vais vous donner une formule essentielle à connaître pour calculer son seuil de rentabilité. Je vais essayer de faire des choses qui sont simples et applicables, bien que comme je vais parler de chiffres et de formules, et même si elles sont simples, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous poser un peu avec un papier et un crayon ou de reprendre cette partie-là de l'épisode plus tard pour pouvoir vous familiariser avec ces chiffres. Pour appliquer la formule, vous allez devoir connaître 2 choses. Le montant de vos charges fixes, donc ce sont les charges qui ne dépendent pas de la production de votre offre ou votre service. Et pour simplifier les choses, on va inclure aussi votre rémunération avec les charges. Vous allez devoir connaître aussi votre marge sur coûts variables. Donc les coûts variables, c'est tout ce qui dépend directement de la vente de vos offres et de vos services. Les coûts de matières premières, l'énergie utile à la production, les commissions d'apport d'affaires si vous en versez, fournitures diverses et variées utiles à la production du service, les frais de déplacement, etc., etc. Donc vous devez connaître votre marge, qui est évidemment la différence entre le montant vendu et le montant de vos charges sur coûts variables. La formule est la suivante. En réalité, c'est 2 formules. Pourquoi ? Le seuil de rentabilité, c'est les charges fixes divisées par la marge sur coût variable en euros. Quand la marge sur coût variable est en euros, le résultat sera le nombre de ventes que représente votre seuil de rentabilité. Il y a aussi une variante à cette formule qui est charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable, qui est là exprimé en pourcentage, et donc le résultat exprimera votre seuil de rentabilité en chiffre d'affaires. Je répète, si vous voulez votre seuil de rentabilité en nombre de ventes, vous devez faire charge fixe en euros divisé par marge sur coût variable en euros. Si vous voulez connaître votre seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, vous devez faire charge fixe en euros divisé par taux de marge sur coût variable en pourcentage. Prenons un exemple. J'ai un business où je vends un produit A et un produit B. Le produit A me coûte 20% à produire, je le vends 100 et il représente 40% de mes ventes. Le produit B me coûte 30 € à produire, je le vends 130 et il représente 60% de mes ventes. Ma marge moyenne sur coût variable est donc de 80 € fois 40% plus 100 € fois 60% égale 92 €. Mon taux de marge moyen sur coût variable, lui, est de 80%, c'est ma marge sur le produit A, fois 40%, plus 77% fois 60%, 77 c'est mon taux de marge sur le produit B, le tout fois 100 est égal 78,2%, c'est mon taux de marge moyen sur coût variable. Maintenant, reprenons la formule initiale. Et imaginons qu'on a une charge mensuelle fixe de 4 000 €. Mon seuil de rentabilité en nombre de ventes sera donc de 44. 4 000 € divisé par 92 €. Ça fait 44, le nombre de ventes minimum. Enfin, ça fait 43 et quelques, donc ça fait 44.
Mon seuil de rentabilité en euros est 5115, à savoir 4000 euros divisé par 78,2%. Je vous invite évidemment à faire ce calcul pour votre business et réécouter le passage si besoin pour pouvoir vous familiariser avec ces chiffres. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la rentabilité ? Parce qu'un business qui ne gagne pas d'argent, ça n'est pas un business, c'est un loisir. Je répète, un business qui ne gagne pas d'argent, ce n'est pas un business, c'est un loisir. Un produit de qualité ne suffit pas. Et pour aller plus loin, un entrepreneur qui ne vend pas, ça n'est pas un entrepreneur. Vous devez vendre si vous êtes un entrepreneur. Sauf que la vente est loin d'être la compétence la plus maîtrisée par la majorité des gens. Pire même, la vente a une certaine mauvaise presse, mauvaise réputation. Moi, je sais que quand j'étais petite, on me disait toujours « un bon vendeur, c'est quelqu'un qui vendrait une glace à un esquimau ». Sous-entendu, c'est quelqu'un qui vendrait quelque chose d'inutile à quelqu'un qui n'en a pas besoin. En gros, ça s'appelle forcer la main, voire même arnaquer les gens. Mais donc, c'est pas étonnant avec de tels poncifs que les vendeurs n'aient pas bonne presse et que ce soit pas très flatteur de vendre ou d'être un bon vendeur. Mais il y a bien d'autres façons de vendre et heureusement. Et placez-vous du côté de l'acheteur. Essayez de penser à toutes ces expériences d'achat que vous avez eues qui étaient plaisantes et où vous n'avez pas eu à ressentir cette idée qu'on essayait de vous vendre quelque chose et qu'on vous a forcé la main ou tordu le bras pour y arriver. Pas plus tard que ce week-end quand je suis allée faire du shopping. Je vais dans la cabine, j'ai 3 vêtements dans la cabine avec moi, la vendeuse me rapporte 2 autres qu'elle pense qui me plairont, effectivement ça me plaît, je repars avec et je suis très contente. Et j'ai pas du tout l'impression qu'elle m'ait forcé la main alors qu'elle m'a fait des suggestions qui alourdissaient mon panier d'achat et dont j'étais très satisfaite. Vous devez apprendre à vendre en tant qu'entrepreneur parce que vendre c'est votre job, si vous ne vendez pas, il n'y a pas de business. Autant trouver un job salarié sympa si vous ne voulez pas vendre. Et il n'y a pas de problème à ça, il n'y a pas de honte à ça. Si vous avez d'énormes barrières sur la vente, peut-être que l'option la mieux pour vous, c'est de retourner dans un job salarié. Pas de honte. Et d'ailleurs, honnêtement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui feraient mieux de retourner dans le salariat, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent moins qu'un SMIC. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'aise dans la vente et que vous êtes entrepreneur, mes 2 conseils, c'est d'1, de vous former à la vente, de 2, de travailler en coaching la question de pourquoi je ne suis pas à l'aise avec le fait de vendre. Quand vous vendez, vous avez passé ce cap de la difficulté. Vous vendez, vous générez des revenus, votre business tourne bien. Vous avez un autre problème de riche. Apprendre à gérer l'argent qui rentre. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un problème de riche, pas pour tout le monde, mais en tout cas, vous avez un nouveau problème qui est que vous devez apprendre à gérer l'argent qui rentre. Si vos niveaux de provision pour charge et que votre trésorerie est mal gérée, c'est la mort de votre business qui vous pend au nez et ça peut arriver beaucoup plus rapidement que ce que vous imaginez. Beaucoup d'entrepreneurs l'ont compris avec le Covid. La résilience d'un business tient à de multiples facteurs, pas seulement à son niveau de trésorerie, mais c'est un critère important. La résilience va dépendre du secteur d'activité, de la fidélité de la clientèle, la fidélité des salariés, la saisonnalité de l'offre, la qualité des produits et services bien évidemment, mais aussi évidemment à la gestion financière de votre entreprise. Et pour la grande majorité d'entre vous, vous n'aurez pas accès aux découvertes sur vos comptes professionnels en cas de souci. Vous n'aurez pas non plus accès aux prêts si vous avez des soucis de trésorerie. Et donc une mauvaise gestion de trésorerie peut vous mettre en situation de cessation de paiement, c'est-à-dire en péril, voire même en faillite, alors que votre business à la base était rentable et dégageait un excédent brut d'exploitation qui était positif. Par exemple, si vous avez dépensé de l'argent qui était destiné aux impôts, TVA, URSSAF, ou si vous avez dû payer vos fournisseurs mais que les ventes ont pris plus de temps que prévu à être encaissées, peut-être que vous avez fait face à un problème de liquidité. Et que si c'est le cas, vous pourriez vous retrouver en cessation de paiement, comme je le disais, alors que votre business était rentable. Et ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. En tant que professionnel, quand vous recevez de l'argent de vos clients, il y en a déjà une partie qui n'est plus à vous. Il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier, parce que si vous ne le savez pas ou si vous l'oubliez, ça peut vous coûter
très cher. Une partie de l'argent que vous encaissez n'est déjà plus à vous au moment où vous l'encaissez. Et dès que vous vous rémunérez, vous devez une partie d'argent en plus au titre des cotisations par exemple. Donc, premièrement, on l'a vu, c'est important de connaître votre niveau de charge. Niveau de charge fixe et niveau de charge variable, ça, on a parlé précédemment. Il est aussi impératif de connaître vos obligations légales vis-à-vis des impôts et vis-à-vis de l'URSSAF pour ce qui est des cotisations sociales. Si vous êtes en micro-entreprise, il n'y a que 2 chiffres à connaître. S'il vous plaît, 2 chiffres, connaissez-les. Le pourcentage d'abattement forfaitaire et le taux de prélèvement sur vos revenus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Ouh là là, c'est 2 chiffres. Prenons le cas d'un micro-entrepreneur qui est assimilé profession libérale, puisque vous pouvez être micro-entrepreneur et faire du commerce, micro-entrepreneur et faire de la location de meublés. On va prendre le micro-entrepreneur qui fait de la profession libérale, profession de service, etc. Mettons que vous vendez pour 100. Les impôts ne calculent pas vos charges et impôts sur 100. Les impôts, l'État de manière générale, applique un abattement forfaitaire qui, dans ce cas-là, est de 34%, premier chiffre à connaître. 34%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez payer des cotisations et impôts sur la base de 66 et non pas de 100. Ensuite, le taux de prélèvement. Le taux de prélèvement, c'est 2 choses, les cotisations sociales et les impôts. Les cotisations sociales, c'est 21,2. Les impôts, si vous optez pour le prélèvement forfaitaire libératoire, c'est 2,2. Donc, c'est 23,4%. Sur la base des 66, on va vous prendre 23,4. 34% d'abattement, 23,4 de prélèvement obligatoire, c'est ça les 2 chiffres à connaître. Et vous pouvez même les arrondir. 34, 24. Et même, vous pouvez les arrondir encore. 35, 25. Si c'est plus facile pour vous à retenir, c'est 35 et 25. 35% d'abattement, 25% de cotisation sociale. Donc, si vous gagnez 100, vous devrez à l'État 15,4 €. Et à chaque fois que vous encaissez de l'argent, vous mettez automatiquement cette somme de côté pour ne pas la dépenser. Cet argent, il n'est déjà plus à vous au moment où vous l'encaissez. Ce qui pose problème quand on est micro-entrepreneur parce qu'on n'a pas toujours un compte séparé entre le pro et le perso, il n'y a pas d'obligation. Et même quand on a un compte séparé pour le pro et pour la micro-entreprise, on a souvent les réflexes du salariat parce qu'on peut être salarié à côté ou on a été salarié. Et donc, on a le réflexe de penser que l'argent qu'on encaisse, c'est de l'argent qui est à nous. Et ce n'est pas du tout le cas. Il y a une partie de ce que vous encaissez qui n'est déjà plus à vous. Pour les entrepreneurs individuels et les sociétés, c'est un peu différent. Et là, c'est 4 chiffres à connaître. Je vais essayer de vulgariser tout ça et de ne pas faire trop de charabia. Premièrement, quand vous encaissez de l'argent, il y en a une partie qui n'est déjà plus à vous. Et cette partie, c'est la TVA. Vous vous dites, a priori, c'est 20% de ce que j'encaisse qui est la TVA. Non, c'est pas tout à fait pareil. La TVA est de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vendez 100 en hors taxe, si vous vendez pour 100 en hors taxe, effectivement, en fait, le client va payer 120 en TTC. Mais si vous encaissez 100 en TTC, c'est pas 80 en hors taxe que vous gagnez, c'est 83 en hors taxe. Les 20, en fait, c'est 83 en hors taxe plus 17 € de TVA. Et là, ça fait 100 en TTC. Donc en réalité, si vous voulez retrouver le montant hors taxe à partir du montant TTC, il faut prendre 17%. Le montant à enlever, à mettre de côté, c'est 17%. Sauf que la TVA qu'on doit à l'État, en réalité, c'est la soustraction de la TVA qu'on a perçue sur nos encaissements et de la TVA qu'on a payée sur nos achats. Donc, il y a une question il y a une soustraction à faire à un moment donné. Sauf que si vous ne voulez pas avoir à devoir faire votre comptabilité pour savoir combien d'argent vous devez mettre de côté, on va essayer de faire une estimation et de provisionner un montant qui sera approximatif, si possible un peu plus qu'un peu moins. Moi, ce que je vous conseille, c'est de provisionner un montant qui sera entre 10
et 17% de vos encaissements. Pour chaque euro encaissé, vous mettez de côté 10 centimes ou 17 centimes en provision pour la TVA et c'est vous qui fixez le niveau. En gros, si vous avez très peu de charges, vous allez être à 17%. Si vous avez beaucoup de charges, plutôt à 10, voire même à moins, c'est à vous d'adapter. Ça, c'était le premier chiffre à connaître. Le deuxième chiffre à connaître, c'est votre bénéfice. Et là, on va devoir aussi l'estimer. On va prendre notamment votre taux de marge. Pourquoi ? Parce que pour connaître exactement son bénéfice, surtout sur les business où il y a ce qu'on appelle de l'amortissement comptable, il vous faut faire votre comptabilité pour connaître le bénéfice. Et ça, c'est pas forcément simple. Donc, nous, on va essayer de simplifier les choses. Ce sera imparfait, mais on va essayer de le simplifier. On va essayer de calculer un taux de marge, ou taux de bénéfice, si vous voulez, qui est à peu près réaliste par rapport à votre activité. Troisième chiffre à connaître, du coup, sur ce montant ou ce taux de bénéfice, donc à chaque fois que vous encaissez 100, si vous savez que votre bénéfice il est à peu près de 30%, vous savez que votre bénéfice il est de 30 €. Vous devez connaître le taux d'imposition qui s'applique à ces 30 €. Pour les sociétés, donc qui sont imposées à l'impôt sur les sociétés. Votre taux d'imposition, il est de 15%. Donc 15% de ces 30 €, vous devrez à l'État. Et c'est dans la limite d'un plafond de bénéfice à 42 000 €. Si vous faites moins de 42 000 €, vous devez 15% à l'État sur vos bénéfices. Donc c'est important de connaître les bénéfices pour pouvoir calculer les 15% et savoir combien provisionner au titre de l'impôt sur les sociétés. Si vous dépassez ce montant-là de bénéfices, votre taux d'imposition est de 25%. Donc ça, c'était le troisième chiffre à connaître. Quatrième chiffre à connaître, votre taux de cotisation sociale sur la rémunération et votre taux de prélèvement sur les dividendes. À chaque fois que vous vous rémunérez, combien vous devez ? À chaque fois que vous versez des dividendes, combien vous devez ? En tant que gérante majoritaire d'une EURL, mon taux de cotisation est d'environ, j'arrondis, 45%. Donc je vais devoir provisionner 45% de ma rémunération. Donc si je me rémunère 1000, je vais devoir mettre 450 € de côté au titre des cotisations sociales que je vais devoir à l'URSSAF. En SAS, ce taux il est différent, il est plutôt aux alentours de 80%. Et pour les dividendes, les taux de prélèvement sur les dividendes sont encore différents. Tout ça dépend beaucoup de votre statut, déjà le statut de votre société et ensuite votre statut en tant que minoritaire ou majoritaire dans la société. Il y a pas mal de règles qui diffèrent. Rapprochez-vous de votre comptable si vous voulez connaître ce montant. Il y a beaucoup de cas comme je vous le disais et moi dans cet épisode je ne peux pas tout traiter, mais en synthèse, vous avez 4 chiffres à connaître. Le pourcentage de TVA que vous décidez de provisionner, qui n'est pas exactement le même, comme je disais, que la TVA applicable, c'est le pourcentage que vous provisionnez pour la TVA, et moi je vous conseille entre 10 et 17% de vos encaissements. Deuxième chiffre, votre taux de marge ou votre taux de bénéfice. Troisième chiffre, le taux d'implication applicable à ce bénéfice. Quatrième chiffre, votre taux de cotisation sociale sur rémunération et taux de prélèvement sur dividende. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous connaissez ces 4 chiffres, vous savez exactement quoi mettre de côté à chaque fois que vous encaissez de l'argent ou à chaque fois que vous vous rémunérez. Et surtout, c'est bien de le savoir, mais aussi mettez cet argent de côté. Donc vous le mettez de côté, vous faites vos calculs sur un carnet, sur un Excel, sur un budget, je m'en fous, mais vous mettez cet argent de côté. Au moins pour que vous puissiez voir, quand vous regardez vos comptes et que vous voyez un chiffre, parce qu'on n'a pas toujours plusieurs comptes pro, des fois on n'en a qu'un, quand vous voyez un chiffre, vous savez qu'il y a, vous voyez 30 000 € sur vos comptes pro, vous savez qu'il y a 2750 ou plus qui sont déjà préaffectés en provision pour vos obligations de TVA, d'impôts et de prélèvements sociaux. Et c'est important de rappeler que autant quand vous étiez salarié, tout l'argent qui tombait sur votre compte était à vous, sauf évidemment ceux qui ont connu l'avant-prélèvement à la source ou qui étaient salariés quand il n'y avait pas encore les prélèvements à la source, mais à part ça, tout l'argent qui arrivait sur notre compte était à nous. En tant que société, quand vous êtes entrepreneur, c'est différent parce qu'une partie de ce qui arrive sur votre compte n'est déjà plus à vous quand il arrive sur votre compte et c'est bien de s'en rappeler.
Autre aspect qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait de conscientiser justement ce passage du salariat à l'entrepreneuriat et de laisser de côté un certain nombre de réflexes. Comme par exemple celui d'ajuster son niveau de facturation à son ancien salaire. Quand on fait le choix de devenir entrepreneur, on fait le choix de renoncer à certains avantages du salariat, notamment les congés payés, les congés maladie, la cotisation au chômage, la cotisation à la retraite parce qu'elle est plus faible en tant qu'entrepreneur, et la couverture santé par la mutuelle qui n'est plus due par un employeur, mais qu'on peut évidemment faire par soi-même. Ça fait quand même beaucoup de choses auxquelles on renonce quand on est entrepreneur. En réalité, la promesse de l'entrepreneuriat, c'est de troquer une forme de sécurité contre une forme de liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de sécurité en tant qu'entrepreneur, mais ça veut dire qu'on doit se la construire et on doit veiller à ce qu'elle perdure dans le temps. Donc, toucher 1 400 € net en tant qu'entrepreneur n'est en aucun cas la même chose que 1 400 € net pour un salarié. J'estime qu'il faudrait toucher au minimum 30% de plus, soit 1 840 € net, pour couvrir le risque supplémentaire qu'il y a à l'entrepreneuriat. Le risque dont je parle, c'est évidemment les risques de la vie, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, les risques de maladie, d'accident, de santé, les congés ou la faillite. Ce risque doit représenter un surcoût pour nos clients, à qui on facture, qui eux sont gagnants même quand ils payent plus cher, parce qu'ils achètent, quand ils font appel à des indépendants, ils font appel à la flexibilité. Pour eux, il y a un avantage à avoir un indépendant par rapport à avoir un salarié, c'est que la masse salariale est plus basse et qu'il y a plus de flexibilité, notamment quand on veut rompre un contrat, qu'on se sépare de la personne. C'est non seulement plus facile, mais c'est aussi moins coûteux, voire pas coûteux du tout, en fonction des conditions dans lesquelles on se sépare et on rompt un contrat. Enfin, sans un suivi étroit des finances de son entreprise, il est difficile d'ajuster convenablement son niveau d'investissement ou son niveau de dépense. Pour savoir si c'est le bon moment d'investir, dans quoi que ce soit, dans une formation, dans un coaching par exemple, non seulement je dois évidemment me poser la question du retour sur investissement de cet investissement, mais il faut aussi que je puisse savoir si c'est le bon moment, et pour ça, je vais devoir projeter ma trésorerie sur plusieurs mois, connaître mes décaissements et mes encaissements sur les mois à venir, et donc identifier les mois qui vont être un peu chauds, et au contraire, les mois qui vont pouvoir me permettre qui vont représenter une opportunité d'investissement de mon cash. Je vous donne un exemple qui me concerne. J'ai fait récemment le lancement de mon programme à 1% et j'ai encaissé une somme à 6 chiffres, la plus grosse somme encaissée dans ma société en quelques jours. Et j'ai encaissé cette somme et dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais devoir faire un certain nombre de décaissements et je vais aussi devoir faire un certain nombre de provisions. Donc parmi les décaissements, je vais devoir payer mes équipes. Luc et Léa qui sont mes podcast managers et qui m'ont aidé sur le montage des vidéos, Marie-Sophie qui m'a rejoint récemment pour chouchouter les clients, Julien et Claire qui ont géré la tuyauterie de mon lancement et Amandine notamment qui m'a fait tous les designs de mon programme. Je vais devoir aussi évidemment provisionner la TVA exactement de la même manière que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais devoir provisionner mes charges, je vais devoir décider de la proportion que je vais me verser au titre d'une rémunération et donc d'y associer les charges qui vont avec. Je vais aussi devoir provisionner pour différents projets. Donc j'ai le projet de refaire un nouveau générique, de faire un générique spécifique pour le podcast. J'ai le projet d'organiser un séjour avec mes équipes pour planifier la stratégie des 6 à 12 prochains mois. J'ai l'immersion qui sera en juin de l'année prochaine pour mes clients VIP du programme 1%. Je vais devoir provisionner pour l'investissement publicitaire de mon prochain lancement, etc., etc. Et je ne sais pas quelle latitude j'ai pour ajuster mes budgets. Par exemple, mon séjour avec mes équipes, je veux qu'on aille 2-3 jours quelque part pour travailler la stratégie.
Combien j'affecte à ce séjour-là, je ne sais pas. De combien j'augmente ma rémunération, je ne sais pas. Si je ne mets pas ces chiffres dans un tableau de flux de trésorerie, qui rend compte mois après mois combien je rentre, combien je sors, je suis parfaitement incapable de dire ce qu'il me restera et donc si je peux disposer librement de mes fonds et à quel niveau pour pouvoir assurer la pérennité de Richissime. Évidemment, je pourrais faire comme beaucoup de gens et le faire au doigt mouillé et je déteste ça. Pourquoi ? Parce que si je dois prendre un risque, moi je veux le faire en conscience. Je veux pas prendre un risque que j'ai pas mesuré. Je suis prête à prendre des risques. Je l'ai déjà fait l'année dernière où j'avais honnêtement engagé 70 à 80% de ma trésorerie dans un coaching, mais je savais exactement ce que je faisais. Et j'ai pris ce risque en conscience et c'est ok avec moi. Ce qui est pas ok, c'est de prendre des risques sans en avoir conscience. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai terminé avec cet épisode. N'hésitez pas à venir ouvrir une conversation avec moi en privé sur Instagram ou à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!